Salut à tous et bienvenue dans Electronic Delirium. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à un sujet particulier, la détection de l'électricité statique. Alors pour ça, on va fabriquer un détecteur qui sera capable de nous indiquer la polarité, qu'elle soit positive ou négative, de cette électricité qui est présente un petit peu partout dans notre environnement. Il va nous permettre également d'anticiper la foudre pendant un orage. Alors je vous présenterai aussi tout le processus qui m'a permis de réaliser la carte électronique et qui s'appelle la photolithographie. Et après, on fera quelques tests sur les générateurs électrostatiques qui sont juste derrière moi. Allez, c'est parti pour un petit sommaire en images. Alors comment il marche ce détecteur? Il marche avec des transistors MOSFET. Un transistor, c'est un peu comme un interrupteur, sauf qu'il est commandé électriquement. Il y a trois pattes sur le composant, le drain et la source entre lesquels on va laisser passer du courant ou non, en fonction de la tension appliquée à la troisième patte qui s'appelle la grille. Alors pour faire une analogie, la grille sert de bouton de commande à notre interrupteur. Alors il en existe deux types, le MOSFET à canal N, commandé avec une tension positive, et le MOSFET à canal P, commandé avec une tension négative. Alors on pourrait croire que c'est le contraire, mais non. Alors dans le cas de ce détecteur, les deux types sont présents dans le montage. Les grilles sont reliées à des antennes, qui va capter le champ électrique ambiant et faire commuter les transistors en fonction du type de charge électrique, positif ou négatif, qui allumera une LED de couleur associée. Je pourrais vous l'illustrer avec des objets du quotidien fortement électrostatiques, comme par exemple des sacs en plastique enroulés ou en frottant du plastique avec un chiffon. Je vous ferai aussi une démo sur la machine de Wimshurst et sur le générateur de Van de Graaff, qui sont deux appareils qui fonctionnent à l'électricité statique. Et c'est parti pour quelques tests pour vous illustrer la triboélectricité. Alors le premier test est assez simple, il consiste à frotter une règle en plastique avec un chiffon. Il va alors se créer un échange d'électrons entre les deux matériaux. Le champ électrique résultant sera suffisamment fort pour attirer des petits morceaux de papier. Alors une polarité négative, ça signifie qu'il y a un excès d'électrons sur le matériau. Et maintenant je réitère l'expérience avec le détecteur et on voit bien que c'est la LED bleue qui s'allume, qui signifie que la polarité est négative. Même chose quand on déroule des sacs en plastique qui sont enroulés. Et en venant frotter les sacs sur mon t-shirt, je vais changer la nature des charges électriques qui sont présentes à leur surface. Alors concernant la machine de Wimshurst, je ne vous en dis pas plus parce qu'elle aura droit très prochainement à un épisode complet sur la chaîne. Alors là je teste l'autre côté du générateur qui est chargé positivement. Et on voit l'intensité du champ électrique qui diminue à chaque fois qu'un éclair se produit. Et maintenant je teste avec deux détecteurs, un pour chaque polarité. Alors je vais réaliser rapidement le même test sur mes deux générateurs de Van de Graaff, un qui charge positivement et un autre qui charge négativement. Alors ces générateurs, ils fonctionnent sur le principe de la triboélectrification. Alors la triboélectricité, c'est un phénomène électrostatique créé par la mise en contact de deux matériaux de nature différente. Une partie des électrons de la surface de contact d'un des deux matériaux est transférée à l'autre, et ce transfert subsiste après la séparation. Alors la quantité de charge électrique transférée dépend de deux paramètres. Ça va être la nature des matériaux qui sont mis en contact, qui va aussi définir le signe, la polarité de cette électricité, et aussi la surface de contact. Je vais vous montrer comment se fabrique un circuit imprimé par un procédé qui s'appelle la photolithographie. Alors le principe, il consiste à reproduire une image à partir d'un masque, qu'on appelle le typon, sur une fine couche de cuivre qui va être recouverte elle-même d'une couche de résine photosensible. Alors cette résine, elle est composée généralement de polymères thermoplastiques qui vont réagir à la lumière ultraviolette. Alors cette exposition aux UV va provoquer une rupture des polymères et entraîne une solubilité accrue des zones exposées. Pour dissoudre ces zones, j'ai utilisé de l'hydroxyde de sodium, qu'on appelle communément de la soude caustique. Une fois enlevé, il ne reste plus qu'à dissoudre le cuivre qui n'est pas protégé par cette résine dans un bain de perchlorure de fer chauffé à 40 degrés. Alors toutes les parties de cuivre recouvertes de résine sont protégées, après 15 minutes, la gravure est terminée. Alors maintenant on va voir comment créer le typon.
Pour le créer, j'utilise un logiciel qui s'appelle Proteus, qui permet de faire des schémas électroniques et de faire des routages. Une fois le schéma réalisé, je n'ai plus qu'à lancer un des modules du logiciel qui s'appelle Ares. Sur Ares, je vais venir placer les composants les uns après les autres. Les fils verts qui apparaissent s'appellent le chevelu. C'est le logiciel qui m'indique où je vais devoir relier les composants entre eux avec des pistons cuivre. Alors le but de l'exercice, c'est de réussir à relier tous les composants entre eux sans faire de croisement. À ce moment de la conception, il faut bien prendre en compte la largeur des pistes en fonction du courant qui va les traverser. Alors ce logiciel, il a une fonctionnalité pratique qui permet de voir en 3D l'apparence qu'aura la carte électronique une fois qu'elle sera terminée. Ici, les composants en rouge, c'est les composants que j'ai créés moi-même. Une fois que le routage est terminé, j'ai plus qu'à imprimer le résultat sur une feuille de calque. Et maintenant, on attaque la gravure chimique. Pour ça, je commence par faire préchauffer mon insoleuse pendant quelques minutes. Voici une carte qui permet de réaliser des circuits imprimés. J'ai juste à la découper à la taille de ma carte. Il me faut aussi le typon imprimé sur une feuille de calque spéciale. Alors pour un meilleur rendu de gravure, il faut placer le côté encre du côté du produit photosensible. Alors le temps d'installation va dépendre de la carte que vous avez achetée, et cette information est disponible dans la documentation technique. La deuxième étape, qu'on appelle la révélation, ça consiste à passer la carte qui a été frappée par des ultraviolets dans un bain d'hydroxyde de sodium. Et on y voit progressivement le masque apparaître à la surface. Alors maintenant que le masque est créé sur la couche de cuivre, il va falloir dissoudre le cuivre qui n'est pas protégé. Pour ça, on attaque la troisième étape qui s'appelle la gravure. Pour ça, on va venir plonger la carte dans un bain de perchlorure de fer chauffé à 40 degrés et agité par un bulleur. Le temps nécessaire à la gravure va dépendre de plusieurs paramètres, comme la température ou la qualité du produit. Pour être sûr de réussir la gravure, je vais mettre la carte pendant 10 minutes, et après je vais venir vérifier l'état de gravure. Et en fonction du résultat, je vais adapter un temps supplémentaire. Donc sur ma machine à graver, en général, une quinzaine de minutes est suffisant. Vous voyez là différents résultats, il faut un petit peu affiner la recette pour réussir à obtenir un résultat parfait. Ensuite, pour protéger le cuivre des pistes et éviter l'oxydation, il faut les métalliser, c'est-à-dire qu'il faut venir faire un plaquage de quelques micromètres avec de l'étain. Alors pour ça, il faut déjà enlever la résine photosensible qui est restée collée sur le cuivre avec un solvant, et ensuite utiliser un produit qui s'appelle de l'étain chimique à froid pour venir faire le plaquage. Alors j'enlève déjà la couche de résine qui est restée collée sur le cuivre. Et ensuite je plonge les cartes dans un bain d'étain liquide. Alors avec ce produit, en quelques secondes on voit la réaction qui s'opère et directement le cuivre va changer de couleur. Après il est recommandé dans la documentation de le laisser macérer pendant quelques minutes, 2 à 3 minutes, pour que le résultat soit optimal. Dernière étape, une fois que la gravure est terminée, c'est de percer les trous. Alors pour percer de l'époxy, moi j'utilise des forêts au carbure de tungstène qui sont clairement recommandées pour ce genre d'usage. Vous pouvez toujours utiliser des forêts HSS classiques pour métaux, mais par contre ils vont s'user très très vite parce que l'époxy est fortement abrasif. Et voilà le résultat final. Là, je vous ai montré comment fabriquer une carte électronique, mais ça nécessite un petit peu de moyens. Forcément, il faut du matériel. Si vous n'avez pas ce matériel, vous pouvez toujours réaliser ces cartes en respectant le schéma avec ce qu'on appelle des cartes à matrice, ou des cartes à pastilles, ou des cartes à bandes, comme vous pouvez voir là. Globalement, sur ces cartes-là, les circuits ne sont pas dessinés, il faut juste les réaliser soi-même avec des bouts de fil que vous venez souder. Alors bien évidemment, le résultat final est moins beau que sur une carte qui va être réalisée de cette manière.
Alors on va commencer par souder le composant le plus délicat qui s'appelle le FDS 9934C qui contient les deux transistors MOSFET. Alors pour savoir dans quel sens il faut le souder, il y a un petit indicateur sur la puce, il y a un petit point qui est gravé à côté de la patte numéro 1. Alors pour souder des composants CMS, qui veut dire composants montés en surface, l'idéal c'est de venir le fixer sur la carte avec un petit bout de scotch et après d'effectuer la soudure à 300 degrés. En soudant la première patte, ça vous permet de mettre le composant en position et après il reste plus qu'à souder le reste du composant. Alors ensuite je viens souder les boutons de réinitialisation. Alors ces boutons ils vont servir dans les cas où les transistors vont rester bloqués dans un état de saturation. Ça permet de refixer le potentiel électrique de la grille au potentiel par défaut. Après il faut souder le dernier bouton qui permet de déconnecter la batterie du reste du montage. Je mets en place les deux résistances de 150 ohms qui permettent de limiter le courant qui va passer à travers les deux diodes électroluminescentes. Ensuite on met les deux LED en place. Alors une diode électroluminescente c'est un composant qui est polarisé, c'est-à-dire qu'il a un sens de passage du courant. Dans l'autre sens, le courant est bloqué. La patte la plus courte s'appelle la cathode, que l'on peut aussi identifier par le côté plat de la diode qui s'appelle le méplat. C'est la borne négative du composant d'où, en sens conventionnel, sort le courant. L'étape d'après, c'est la fixation du BMS. Alors c'est une carte que j'ai achetée toute faite sur internet et qui permet de venir réguler le courant de charge qui passe dans la batterie. J'y fixe des bouts de fil de cuivre, ça c'est pour pouvoir surélever la carte pour que le connecteur USB se trouve bien au centre du tube. L'étape d'après, on vient souder la batterie. Pour ça, je soude sur chacune des pastilles un bout de fil de cuivre qui va me permettre de raccorder l'accumulateur à la carte. À ce moment-là, la carte est déjà opérationnelle et je peux d'ailleurs faire commuter les transistors rien qu'en appuyant mon doigt sur la grille. La dernière étape pour l'assemblage de la carte, c'est de venir y souder des antennes qui vont nous permettre de capter le champ électrique ambiant. Pour ça, j'étame déjà les grosses pastilles qui sont prévues à cet effet et je viens y raccorder un fil de cuivre. Alors maintenant pour faire le manche du détecteur et que ça soit un petit peu joli, j'ai pris un tube en acrylique transparent, voilà, à la taille de ma carte, et il fait pile poil les bonnes dimensions pour y glisser la carte avec l'accumulateur. Alors pour le découper, moi j'ai utilisé ma scie sur table, forcément. Alors la technique pour pas abîmer, parce que c'est de l'acrylique et que c'est quand même assez fragile, je vais mettre du ruban de masquage tout autour, voilà, donc comme ça quand il est sur la table ça évite de le rayer, mais même si vous le coupez à la scie, je vous recommande quand même de mettre du scotch autour, ça permet de protéger le plastique et d'éviter les rayures ou un coup de scie qui dérape, ça protège un peu. Et c'est parti pour l'assemblage final. Alors il suffit de glisser les antennes dans la plasturgie, les remettre droites. Alors j'ai fait plusieurs tests concernant la longueur des antennes et une vingtaine de centimètres est suffisant. Alors il reste une toute petite chose à faire avant que ce détecteur soit terminé, c'est de venir percer des trous dans le tube en acrylique pour pouvoir accéder au bouton. Pour ça j'utilise mon outil multifonction, mais une perceuse ferait parfaitement l'affaire. Et voilà l'assemblage complètement terminé. Et maintenant, voyons comment ça se passe pendant un orage. Alors en gros, un nuage d'orage, c'est comme une immense machine électrostatique. À cause des mouvements de l'air et de la gravité, la pluie, les grêlons et le grésil vont tomber plus vite que les petites particules d'eau en suspension. Lorsqu'ils entrent en collision à une température inférieure à une limite critique de moins 15 degrés, par triboélectrification, les grains vont se charger négativement, emmenant ces charges vers la base du nuage. Ce phénomène crée alors une forte accumulation de charge électrique au sein du nuage, qui devient une sorte de condensateur géant. Lorsque le champ électrostatique dépasse les limites diélectriques de l'air, il se crée alors une décharge qui conduit localement à un rééquilibrage électrostatique. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, il existe plusieurs types de décharges. Elles sont également possibles entre le haut et le bas du nuage. Pendant un orage, et grâce à ce détecteur, vous pourrez voir le champ électrique vous entourant et déterminer la nature de la prochaine décharge électrique.
Malheureusement, je pourrais pas vous faire de démonstration dans cette vidéo, car ça fait plusieurs mois qu'il n'y a pas eu d'orage chez moi. Mais dès que ce sera le cas, je posterai le résultat en vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques ou des sujets que vous aimeriez voir abordés sur la chaîne. Le prochain tuto est presque prêt, alors on se voit bientôt pour repousser encore plus loin les limites du DIY. Allez, bonne bricole à tous!